Bonsoir. J'ai envie de commencer par une lamentation. Le temps passe, la mémoire s'efface et l'histoire balbutie. Ainsi posé le sujet entre le temps, la mémoire et l'histoire. Ce sont trois mots qui semblent comme ça très proches les uns des autres, mais qui en réalité sont relativement différents. Alors je vais éliminer tous les mots sur lesquels je n'ai pas beaucoup de compétences. Alors d'une certaine manière, il faudrait presque que je passe la soirée à éliminer ce que je ne sais pas, notamment le temps des astrophysiciens, parce que dans le monde d'Einstein, le temps semble immobile. Je vais aussi éliminer l'approche psychobiologique de la mémoire. D'ailleurs, mon successeur ici va sans doute vous en parler mieux que moi. Je vais simplement essayer de vous parler du temps qui passe, du temps duré, de celui que l'on appelle tout bêtement chronos. Contrairement à ce qu'on peut croire, le temps n'est pas le matériau de l'histoire. L'historien ne travaille pas sur le temps. Il travaille sur les faits qui se sont déroulés dans le temps, ce qui est un petit peu différent. Il travaille plus exactement sur un temps particulier, sur un temps construit, sur un temps qu'il a aménagé, que l'on appelle d'ailleurs intelligemment, vous imaginez, le temps historique. Alors le temps historique, c'est un temps qui est à la fois construit, mais c'est en même temps un temps qui est pluriel. En effet, sans être grand clair, vous comprenez très bien que le temps de l'évolution de l'agriculture, par exemple, n'a strictement rien à voir avec le temps de celui des découvertes médicales. Ce sont deux temps complètement différents. Donc on va essayer de les voir deux par deux, et puis ensuite on va essayer de les reprendre tous les trois ensemble pour essayer d'en tirer peut-être une petite idée. Donc première partie, si vous voulez, première idée, c'est temps et mémoire. Le temps et l'histoire ne marchent pas du même pas. D'ailleurs, si vous regardez ce tableau, vous voyez que Chronos est en train de dévorer ses enfants, mais d'une certaine manière symbolique, il est en train de nous dévorer tous, puisqu'à la fin, c'est lui qui va tous nous avoir. Alors que l'histoire, elle a des ailes, encore que, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on se méfiait déjà à cette époque des historiens, elle est accompagnée d'un petit enfant qui a les yeux bandés. Je vous laisse libre d'interpréter cette métaphore picturale. Le temps historique est donc pluriel, et sans aller bien loin, vous avez tous appris, puisque vous avez été sages quand vous étiez petit à l'école, que notre histoire se divise en quatre parties. Vous savez, quatre parties classiques, qui sont l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Mais cette division-là ne vaut absolument que pour l'Europe occidentale. Elle n'a à peu près aucun sens ailleurs. Le monde arabo-musulman, par exemple, a connu son apogée du milieu du 8e siècle au milieu du 13e siècle, alors que l'Europe, elle, l'a connu au 19e et au 20e siècle, et que la Chine des Wang, la Chine des empereurs mongols, le connaîtra au XIIIe et au XIVe siècle, et peut-être que la Chine d'aujourd'hui va à nouveau connaître son apogée dans quelques décennies. Mais là, ce n'est plus de ma compétence, puisque les historiens ne sont pas futurologues, ils ont déjà bien de mal avec le passé. Le résultat, c'est qu'il faut donc que les historiens périodisent le temps. Il faut un temps pour toute chose, comme on pourrait dire ailleurs. Il y a un temps pour les groupes sociaux, il y a un temps pour la culture, il y a un temps pour certains pays, et tous ces temps-là ne marchent pas selon le même pas. C'est pour cela que quelque chose qui a été mis en place il y a déjà une soixantaine d'années, qui peut être critiqué, aménagé, voire même modifié, c'est-à-dire cette présentation qu'en faisait un de mes bons maîtres, Ferdinand Braudel, me semble encore d'actualité. L'auteur de la Méditerranée au temps de Philippe II distinguait, pour faire simple et schématique, trois temps. Le temps immobile, le temps de la géographie, le temps structurel,
Car, aussi curieux que cela puisse paraître, eh bien, le temps ne se déroule pas de la même manière dans un archipel ou dans un espace ouvert. Imaginez 30 secondes que l'Afghanistan ne soit pas un ensemble montagneux, mais une immense plaine aride. Eh bien, je peux vous certifier que son histoire aurait été totalement différente. Le deuxième temps, c'est le temps moyen, c'est celui de la culture, c'est le temps sociétal, c'est aussi le temps de l'économie, qui peut durer quelques décennies, voire parfois quelques siècles. Et puis le troisième temps, c'est le temps court, le temps événementiel, celui dans lequel nous sommes sans arrêt les uns après les autres et qui parfois nous fait oublier les deux précédents. Voilà cette présentation du temps et de l'histoire. Alors passons maintenant à temps et mémoire. Vous voyez que là, tout de suite, il y a quelque chose qui ferait bondir n'importe quel historien un peu sérieux, qui est l'anachronisme. Parce que la mémoire, ce n'est pas de l'histoire, au risque de faire de la peine chaque fois à beaucoup de gens. Alors, j'évacue, bien entendu, je vous ai dit tout à l'heure, l'approche psychobiologique pour laquelle j'ai aucune compétence. Mais la mémoire, c'est une remémoration, une remise à jour du passé qui a la particularité d'être à la fois sélectif, évolutif, partiel, changeant, et même chez certains, ça atteint une forme de sacré, tant et si bien qu'il n'est toujours pas très facile de discuter avec des témoins quand ils ont l'impression que leur mémoire, en fait histoire. La mémoire, donc, la mémoire est constituante des individus, enfin, sauf si vous êtes amnésique, bien entendu. Elle est aussi constituante des groupes sociaux, et elle est aussi constituante des États, dont on n'en a pas toujours conscience. Dans ce cas-là, vous savez, le grand spécialiste français de la question, Pierre Nora, parle de histoire-mémoire, dans une sorte de mélange de dialectique et d'alchimie un peu curieuse entre une histoire officielle, donc dès qu'on met des adjectifs à histoire, c'est un peu moins historique, et puis toute une série de mémoires. Vous avez tous appris, nous avons tous appris que nos ancêtres étaient les Gaulois. Alors, je ne vais pas vous donner un scoop ce soir en vous disant que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est une idée qui remonte au XIXe siècle. Sous l'Ancien Régime, je peux vous certifier qu'aucune famille noble n'aurait voulu descendre de ce peuple d'ivrognes de surcroît battus. Alors quand je dis d'ivrognes et de surcroît battus, ça c'est ce qu'ils pensaient, ce n'est pas la vérité historique, parce qu'on s'est aperçu depuis que la civilisation celtique était brillante. Donc ils préféraient descendre des Troyens, vous voyez, alors là c'était, on ne savait pas trop, mais des Romains, des Normands, des Francs surtout, mais sûrement pas des Gaulois. Et pourtant, en revanche, l'histoire, c'est-à-dire cette superposition entre ces deux choses qui semblent d'une certaine manière anachroniques, sauf si on décide que ce tableau représente, par exemple, une histoire de la manière de faire la guerre. Dans ce cas-là, vous supprimez l'anachronie. Vous voyez comment il suffit de changer le regard. Donc l'histoire, elle, est une démarche scientifique. Enfin, c'est une démarche qui se veut scientifique. C'est un savoir construit. C'est une méthode d'analyse. C'est une reconstruction objective du passé. Donc, elles ont quand même un point commun, la mémoire et l'histoire, c'est que d'une certaine manière, elles évoquent le passé. Elles se réfèrent au passé. Donc, on pourrait dire qu'elles sont sœurs. Alors, sinon sœurs, on va dire cousines. Et malheureusement, comme dans toutes les familles, eh bien, il y a un certain nombre de frictions. Et donc, entre mémoire et histoire, eh bien, il y en a un certain nombre. Alors, je vous passe les anachronismes, encore que pour un historien, ça passe difficilement. Je vous passe les contresens où on assimile deux choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Pour être un peu taquin,
par exemple, ce concept très moderne d'islamo-fascisme. Vous savez, scientifiquement parlant, ça ne veut strictement rien dire. Excusez-moi de vous le dire un peu brutalement. Je vous passe aussi cette manie depuis un certain temps du remords et du repenti, encore que sur le plan du lien social, on peut y trouver un certain nombre d'intérêts. Mais ce qui me paraît le plus grave, c'est l'hypertrophie militante de la mémoire. C'est-à-dire cette idée qu'au nom de souffrances, de choses difficiles qui se sont passées dans le passé, les descendants auraient des droits. Alors qu'on me comprenne bien, il ne s'agit pas de gommer ce qui s'est passé avant, et même on a tout intérêt à dire clairement les choses. Parce que chaque fois qu'on est dans le non-dit, c'est la pire des choses. Mais on ne peut pas accepter qu'au nom des souffrances des ancêtres, on ait des droits particuliers plusieurs générations après. On va donc essayer de reprendre les trois ensembles tout à l'heure, c'est-à-dire l'histoire, la mémoire et... j'ai un trou, vous voyez, c'est terrible. L'histoire, la mémoire et le temps. Curieusement, et c'est un peu ce que disait tout à l'heure notre présentateur, l'histoire et la mémoire sont des représentations dans le présent de quelque chose du passé. L'objet qui est représenté n'existe plus. Quand je me remémore un souvenir ou quand j'écris sur un événement historique, par définition, il n'existe plus. Mais par contre, sa représentation, elle existe. Mais elle existe au présent. Elle existe au moment où je me remémore. Elle existe au moment où je l'écris. Donc, pour un historien, ça va peut-être vous paraître curieux, mais on pourrait dire que la seule réalité de l'histoire comme de la mémoire, c'est le présent. Le passé, il est parti. Le futur, même si l'on croit plus ou moins le construire ou le préparer, bon, on ne le voit pas arriver. Seul existe en fait le présent. Et de manière oxymorique, on pourrait dire, l'histoire et la mémoire parlent au présent. Alors quand je dis parle au présent, ça ne veut pas dire que c'est le temps que je dois utiliser pour écrire mes livres, parce qu'en général, on écrit à l'imparfait ou au passé simple quand on est historien. Alors parfois, on passe au présent, mais il parle à ceux du présent. Et je voudrais vous donner un exemple avec ce que l'on appelle la post-mémoire. La post-mémoire, c'est ce phénomène assez curieux qui est le passage traumatique d'un événement à travers les générations. C'est-à-dire que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, alors, il ne s'agit pas de gommer le souvenir et d'oublier les horreurs du passé, ça, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est dans le cas où, chez les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, voire plus, on ressent le même traumatisme que les aïeux qui ont vécu l'événement traumatique, alors que soi-même, on ne l'a pas vécu. Vous voyez donc la difficulté et le fait que, d'une certaine manière, l'histoire et la mémoire sont toujours au présent. Or, petit problème, aujourd'hui, nous vivons dans des temps ahistoriques, dans des temps de l'immédiat immédiat, si j'ose dire. Alors, je ne fais pas allusion à cette polémique qui a eu lieu il y a quelques années avec le livre de Francis Fukuyama qui prévoyait la fin d'une certaine histoire. Enfin, depuis, il a un peu changé d'idée. Le jour où, pour faire simple et schématique, parce que ce n'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus compliqué que ça, le jour où la démocratie et le capitalisme auront triomphé partout. Je fais allusion aux conséquences sur notre manière d'être de la révolution médiatique. À travers vos médias préférés, alors que les choses soient claires, ce sont des outils absolument formidables, et moi-même, je vous avoue que je ne saurais pas m'en passer, parce que je ne suis pas partisan du retour de la lampe à pétrole, ce n'est pas le sujet. Mais vous avez tous eu droit, à travers la masse d'informations, aux
sensationnel, au storytelling, au zapping, à un certain nombre de choses. Pire que ça, si j'ose dire. Il suffit de brancher un certain nombre de médias pour voir des tentatives un peu navrantes, sans arrêt, de faire des événements en direct, qualifiés, bien entendu, le plus souvent à tort, d'historiques. Encore que, il faut être clair, vous pouvez voir des vrais événements historiques en direct. Si vous avez assisté à la chute du mur de Berlin, ça, c'est un vrai événement historique. Quand M. Machet serre la main de Mme Truc, et réciproquement, je ne suis pas certain que l'adjectif historique soit le plus approprié. Alors, je vous passe là encore les analyses en 140 caractères, le zapping, les petites phrases, les fake news, et peut-être le pire, l'oubli, c'est-à-dire ce qui ne passe pas dans tous ces canaux. Si j'étais un peu taquin, mais mes amis qui sont là savent que je ne le suis pas, je demanderais à cette honorable assemblée quelle est, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la guerre qui a duré 30 ans. Quand je dis 30 ans, c'est 30 fois 365 jours, sans interruption, et qui a fait sans doute 1 million de morts. Eh bien, au risque de vous décevoir, je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de bonnes réponses. Alors, je fais le malin, parce que moi-même, on me l'a fait remarquer, parce que je vous avoue franchement que ça ne m'avait pas sauté aux yeux. Le résultat de tout ça, c'est que nous n'avons plus de recul, plus de profondeur, plus de champs, qui sont par définition l'ADN de l'histoire. Nous sommes dans un monde Kleenex, on va dire. Et l'histoire a besoin de temps, et l'histoire a besoin du temps. Un peu comme un arbre a besoin de temps pour donner des fruits. Eh bien, l'histoire a besoin de temps pour montrer les voies royales ou bien les petits chantiers buissonniers qui permettent de relier le passé et le présent. Pour terminer, live in the moment, je voudrais dire un certain nombre de choses assez rapidement. L'historien n'a absolument pas le monopole pour écrire l'histoire. Vous pouvez tous vous y mettre. À partir du moment où vous appliquez des méthodes dites scientifiques, tout va bien. Mais ce n'est pas le juge ni le législateur qui doit dire l'histoire. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des lois qui doivent valider certains événements historiques. Alors je comprends pourquoi on le fait. Mais les historiens font une sorte d'allergie aux lois mémorielles. L'historien doit faire preuve de vigilance, sans arrêt, de vigilance vis-à-vis du négationnisme, du révisionnisme, du totalitarisme, du complotisme, mais aussi des histoires falsifiées, des histoires tronquées, des histoires tranchées, des histoires officielles et des mémoires aussi. Et si l'historien quitte justement cette voie de la rigueur et de l'ascèse, alors, d'une certaine manière, il quitte aussi son métier d'histoire. Alors, je sais très bien qu'il y en a des dévoyés, mais dans tous les métiers, il y a eu des dévoyés. Et dans ce cas-là, je ne sais pas s'ils méritent tout à fait leur nom d'historien. La seule chose qu'il peut faire, c'est de montrer la complexité des faits historiques. Et ça, je peux vous dire que c'est un travail à plein temps, surtout aujourd'hui. L'historien n'a pas un devoir de mémoire. Il a juste un devoir d'histoire, un devoir d'enquête. Et ça tombe bien, le mot histoire vient du grec historien, qui justement veut dire l'enquête. La chose que l'on a vérifiée avant de la dire, la chose qui peut être dite. C'est uniquement à ce niveau-là que doit se situer son travail. Il doit faire du sens. Il doit essayer de comprendre, il doit essayer de faire comprendre, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà beaucoup.
Alors, comme on ne peut pas finir, il faut terminer par une pirouette, je pourrais dire que dans cette histoire, si j'ose dire, entre l'histoire et la mémoire, comme dit une chanson célèbre, le temps ne fait rien à l'affaire. Donc je ne vous lis pas le vers d'après pour ceux qui le connaissent, ça va de soi. Mais par contre, je pense que le temps fait beaucoup, à la fois pour l'histoire et la mémoire. Mais ça, comme dirait Rudyard Kipling, c'est une autre histoire que peut-être on vous racontera une prochaine fois. Je vous remercie.